Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, nous allons parler dans cette nouvelle vidéo un peu d'Indie US. Nous allons faire une review de la H2O. Nous allons faire pour cette vidéo donc la review du show H2O Defiversary 2021. Alors, c'était un show très important pour la H2O. Même, je pense, au vis-à-vis du build-up, cette année largement plus important que Hardcore Kingdom, qui est quand même censé être leur plus gros show de l'année. Hardcore Kingdom, dont j'avais fait la review. Et Defiversary, c'était leur show pour célébrer leurs 5 ans, finalement, la H2O. H2O, qui est une compagnie, du coup, qui a été fondée en 2016 par Matt Tremont. Matt Tremont qui a pris sa retraite, d'ailleurs, en fin d'année dernière. On en reparlera un peu plus tard, parce que j'aurai quelque chose par rapport à Matt Tremont à évoquer. Mais en tout cas, avec toute la storyline 4-4-H contre H2O, qui était évidemment la ligne de conduite de show Defiversary, où il y avait notamment tout 4-4-H qui avait, enfin tous les membres de 4-4-H avaient des chances à tous les titres finalement de la H2O, donc que ce soit au titre Hybrid, au titre Tag, au titre Danny Havoc Hardcore et au titre Heavyweight. Et non, clairement, voilà, c'était la ligne de conduite, elle dure depuis assez longtemps, la storyline 4-4-H H2O, même depuis que Ricky Shane Page a mis à la retraite Matt Tremont finalement à la H2O. Et non, ouais, bah du coup, avec toute cette storyline, moi, le show m'a hypé bien personnellement. Du coup, on va commencer, évidemment, la review de show H2O Defiversary. C'est un show qui s'est déroulé dans la nuit du 26 au 27 juin. Le show Defiversary a commencé avec un Open Challenge de Kennedy Copeland, donc comme prévu, c'est Nolan Edwards qui a très rapidement répondu au Open Challenge de Kennedy Copeland finalement. J'ai vu sur Twitter après coup que c'était censé être un Open Challenge, mais en fait Nolan Edwards a fait son entrée tellement rapidement que j'ai même pas capté que c'était un Open Challenge sur le coup en matant le show, parce qu'il faut savoir que le show je l'ai maté en replay aussi, du coup j'ai passé quelques petits trucs. Et Nolan Edwards rentre donc assez rapidement pour affronter Kennedy Copeland. Le match commence directement et va durer 6 minutes pour voir une victoire logique de Nolan Edwards. Ça dépendait surtout de l'adversaire de Kennedy Copeland finalement, mais comment dire, enfin voilà, Nolan Edwards, il fallait qu'il batte Kennedy Copeland, ça m'avait l'air évident personnellement. L'opener était bon personnellement, je pensais qu'ils allaient faire trop dans ce match, mais non, ils ont pas trop fait. Ça a duré 6 minutes, c'était assez propre. Bon, il y avait quelques gros moments censés être sur les 6 minutes, mais ça m'a pas dérangé, moi j'ai trouvé ça bien. Nolan Edwards fait un bon job, comme d'habitude. Logiquement, il gagne le match avec un finish que j'ai trouvé hyper strong. Je crois que ça s'appelle le Super Dragon. Le finish est vraiment, il est super beau le finish de Nolan Edwards. Oui, où il plante la tête au sol, où il plante l'arrière de la tête au sol de Kennedy Copeland grâce à sa semelle de pied. Et moi, j'aime personnellement bien le finish. C'est avec ce move qu'il gagne. Le finish était strong. Et non, c'est une bonne manière de commencer le show à mon sens. Voilà, Nolan Edwards qui prend une victoire. Et franchement, Nolan Edwards, je pense qu'il est en train de se mettre de plus en plus over dans l'Indie US là depuis son énorme WrestleMania Week. Et à titre personnel, je trouve ça vraiment très bien parce que j'aime beaucoup Nolan Edwards. Là, il fait encore un bon match. Bon, évidemment, il n'y a pas eu énormément de temps, ce qui est logique pour un opener. Et la H2O, c'est une des rares compagnies américaines, en tout cas d'Indie US, et même compagnies américaines tout court, avec lesquelles j'ai vraiment peu de mal sur les constructions de cartes, voire pas du tout, parce que par exemple, pour ce show, j'ai aucun mal avec la construction de cartes. Je les trouve assez logiques. À part peut-être le scramble qui arrive peut-être un peu trop tard dans le show, je pense, mais voilà, ça c'est un détail finalement, c'est pas un gros problème, je trouve. Mais du coup, on va passer maintenant au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était le premier des 4 matchs de championnat, donc on rappelle tous les titres de la H2O défendus. Le premier match de championnat de ce show, nous avions Moose qui défendait le championnat H2O Hybrid contre Gregory Iron. Alors évidemment, je le précise toujours, mais c'est le Moose de la H2O et pas le Moose d'Impact, parce que voilà, les noms s'écrivent différemment, mais se prononcent de la même façon finalement. Du coup, Gregory Iron a remporté le titre assez logiquement, ça fait 1-0 pour 4-4-OH. Gregory Iron, nouveau champion Hybrid, donc personnellement, j'ai trouvé que c'était un bon petit match de titre. Gregory Iron donc commence la série de victoires de 4-4-OH, j'ai trouvé ça logique à titre personnel. Moose donne une bonne opposition à Gregory Iron, qui a un bon heel work, des bons chops au cours du match. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bien personnellement. Là encore, ils ont pas trop fait, ils ont très bien respecté leur place dans la carte. C'était un bon match de titre. Après, voilà, ça me paraît logique qu'il y ait un changement de titre, mais comment dire, au vu du match, le changement de titre est pas spécialement montré, mais après, vu que c'est un titre mineur, j'ai pas spécialement de problème avec ça. Ça aurait pu être mieux, mais franchement, ça restait bien cool. Personnellement, j'ai mis 3,25 comme à l'opener. Ça faisait le taf, ça a continué à investir dans le show. Et la première victoire de 4-4-White, tu sens qu'il y a un peu de hit qui commence à monter, et c'est toujours très cool. 4-4-White, ils jouent super bien leur rôle de gros heal, je trouve. Gregory Iron, bon, évidemment, c'est pas le meilleur heal de 4-4-White non plus, mais je trouve qu'il gère bien ça. Et non, ouais, le match était assez cool, personnellement. Comme j'ai dit, des bons chops des deux côtés. Non, c'était bien cool à voir. Du coup, voilà, pour ce match de championnat H2O Hybrid, j'ai pas spécialement grand chose de plus à dire sur le match, si ce n'est que je pense que c'est vraiment la bonne décision
d'avoir fait remporter le titre à Gregory Iron, et ça suit très bien la ligne de conduite du show, on y reviendra un peu plus tard. Du coup, on va maintenant pouvoir passer au troisième des 9 matchs de ce show. Le troisième match, c'était un match entre Declan Grant et Bam Sullivan. Le match a duré un peu moins de 10 minutes, on a eu une victoire de Declan Grant que j'ai trouvé assez logique, sachant que Declan Grant vient de remporter le tournoi Hardcore Kingdom, donc voilà, donc un tournoi qui lui donne... qui va lui donner très probablement une chance à un titre de son choix. Et non, ouais, Declan Grant devait gagner le match, surtout que Bam Sullivan, franchement, j'aime bien ce qu'ils sont en train de faire de lui. Franchement, Bam Sullivan à H2O, il vient de perdre le championnat d'année Avoc Hardcore contre Jeff Cannonball à Hardcore Kingdom. Il a perdu du côté de chez Game Changer Wrestling au premier tour du Tournament of Survival contre Alex Colon. Et là, évidemment, il perd son match. Ils sont en train de lui faire une série de défaites pour avoir un vrai gros heel turn bien marqué pour Bam Sullivan. Bon, il a un peu heel turn en quelque sorte sur Jeff Cannonball, l'attaquant, après sa défaite de titre d'année Avoc Hardcore. Donc voilà, moi j'aime bien ce qui se passe avec Bam Sullivan en ce moment. Je pense qu'ils peuvent en faire un très très bon heel pour aller un peu plus haut dans la carte finalement. Il y a un vrai potentiel avec lui. C'est très bien de lui avoir fait perdre le match. Il a bien mis over Declan Grant. Alors en revanche, je suis pas fan du tout de la fin. À la fin, t'as des roll-ups qui sont enchaînés à la suite d'une intervention, t'as des roll-ups qui sont enchaînés. Finalement, celui de Sullivan ne passe pas, celui de Declan Grant non plus. T'as la fin juste après qui est assez anticlimatique, qui est assez peu amenée finalement, ce qui est logique compte tenu de l'intervention. L'intervention, excusez-moi, j'ai pas le nom de la personne qui est intervenue. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que j'ai zappé complètement, désolé. Mais enfin voilà, c'est pas spécialement important, j'ai l'impression en termes de booking. Et non ouais, c'était là pour donner une victoire à Declan Grant, ça a pas trop non plus décrédibilisé le Bam Sullivan et c'était vraiment bien fait. Moi personnellement, j'ai mis 2,75 à cause de la fin, sinon j'étais à 3 honnêtement parce que je trouve que ça faisait le taf pour ce que c'était. Du coup, voilà pour ce troisième match du show. On va maintenant pouvoir passer au quatrième match du show. Le quatrième match du show, c'était un deathmatch entre G-Raver et Jimmy Lyon, un match qui m'a hypé bien personnellement. Enfin, j'aime bien les deux catcheurs, surtout G-Raver très honnêtement, qui m'intéresse toujours quand il fait du deathmatch en général. Au final, on a eu le droit vraiment à un bon match. Personnellement, c'est mon deuxième match préféré du show. Je lui ai mis 3,5. Je l'ai trouvé vraiment très bon, très bien construit. Bon, il y a quelques petits trucs qui vont me déranger, notamment des spots avec des lames, même si certains ont été plutôt cool pour le coup, notamment le spot de fin où G-Raver va se servir des cordes pour faire tomber un peu en swinging neckbreaker, je dirais. J'ai plus la prise exacte en tête, un peu en swinging neckbreaker Jimmy Lyon sur les lames, enfin t'avais une planche avec plein de lames relevées et t'as Jimmy Lyon qui tombe dessus, c'est la fin du match. Moi j'ai trouvé ça assez logique personnellement. On a deux mecs qui sont quand même des H2O Originals, donc deux mecs qui sont là depuis le début finalement de la H2O. Enfin, G-Raver c'est un peu plus tard. G-Raver il est là depuis 2017 à la H2O et Jimmy Lyon il me semble qu'il est là depuis 2016. Donc enfin voilà quand même quoi. Enfin t'as vraiment un vrai aspect historique pour le coup par rapport aux 5 ans de la H2O que j'ai trouvé vraiment très bien dans ce match. Tu sens que les deux mecs vraiment veulent tout donner et clairement c'est le plus fort qui gagne. C'est vraiment bien booké j'ai trouvé. T'as pour le coup quelques spots qui sont cool et en dehors des spots avec les lames qui m'ont un petit peu dérangé, la victoire de G-Raver est logique. On verra un peu plus tard dans le show pourquoi. Et de toute façon je voyais pas Jimmy Lyon battre un aussi gros nom que G-Raver dans un show comme ça personnellement. Surtout qu'il y a plus de choses à amener avec G-Raver qu'avec Jimmy Lyon, donc techniquement c'est encore plus logique. Et non, vraiment très bon deathmatch, victoire de G-Raver logique, moi j'ai vraiment bien aimé, je le conseille pour le coup, et je pense que même si on est fan de deathmatch à la base, contrairement à moi qui suis pas spécialement fan de deathmatch à la base, je pense qu'on peut mettre encore une plus grosse note que moi, ma note pour rappel c'est 3,5, et non vraiment je l'ai trouvé vraiment bon pour le coup, en plus, enfin, voilà 15 minutes, ils ont bien eu du temps, et ils ont super bien géré leur match. Du coup, voilà pour ce deathmatch, donc entre G-Raver et Jimmy Lyon, remporté par G-Raver. On va maintenant pouvoir passer au cinquième match du show qui était également le deuxième match de championnat du show. C'était le match pour les championnats H2O Tag Team. Nous avions Chris Bradley et Christian Ross qui défendaient les titres contre Bobby Beverly et Eric Ryan. Alors faut savoir comment le match a commencé d'abord. Bobby Beverly et Eric Ryan sont venus directement s'en prendre à Jimmy Lyon qui venait de perdre son match contre G-Raver. Moi j'ai trouvé ça bien à titre personnel. Tu leur mets quand même une bonne 8 voilà avant de commencer leur match championnat H2O Tag. Je pense pas que Bobby Beverly et Eric Ryan ce soient les heels les plus détestés dans 4-4 donc voilà, si ça peut leur rajouter un peu plus de hit avant leur match, c'est encore plus cool. Si c'est surtout encore plus cool pour amener un retour de Babyface comme ils l'ont fait directement, t'as Chris Bradley et Christian Ross, donc les champions en titre, qui interviennent, qui mettent une double lariat sur leur challenger et qui ont un petit retour comme ça dès le début de match. Moi j'ai trouvé ça cool à titre personnel. Le match en lui-même va durer un peu plus de 9 minutes, on va avoir une victoire assez logique de Bobby Beverly et d'Eric Ryan qui vont donc remporter les championnats H2O Tag, et du coup ça fait déjà 2 matchs remportés par 4-4 dans leur guerre contre H2O.
H2O dans les matchs de titre. Bah voilà, 448 qui avait une chance à tous les titres finalement de la H2O pour ce show. Donc 2-0 déjà pour 448. Le match en lui-même était bien cool, j'ai trouvé personnellement un bon heel work de la part de Bobby Beverly et d'Eric Ryan. Eric Ryan va pas hésiter à vraiment se donner dans ce match, il va faire un magnifique suicide dive en diagonale, sur toute la diagonale du ring, il part en suicide dive entre les cordes vers le coin sur Christian Ross. Moi j'ai trouvé, non c'est sur Chris Bradley, pardon, excusez-moi, et j'ai trouvé ça assez logique personnellement. Chris Bradley est un peu KO à l'extérieur du ring, les deux reviennent en 2 contre 1 sur Christian Ross. Personnellement j'ai trouvé ça cool. La fin du match est pas spécialement hyper amenée, ce qui m'a un peu gêné pour le coup, mais j'ai quand même mis 3-25 parce que en tout et pour tout ça reste un bon match de titre tag. Voilà, les changements de titre sont assez logiques personnellement, et il n'y avait pas spécialement besoin que ça soit marqué, contrairement au match de championnat hybrid, parce que par rapport au match de championnat hybrid, c'était le premier match de titre du show, tandis que là on voyait clairement la direction que prenait le show, la direction que prenaient les matchs de titre, et là il n'y avait pas besoin spécialement de les marquer, ces changements de titre, donc ça m'a un peu moins dérangé évidemment. La victoire de Bobby Beverly et d'Eric Ryan est donc assez logique comme je l'ai dit. Eric Ryan, franchement, je trouve qu'il fait du bon taf en ce moment dans l'Indie US. Il est bien récompensé avec ce championnat H2O Tag. Il avait eu quand même, il a quand même des gros matchs en ce moment dans l'Indie US, Eric Ryan. Il a remporté un tournoi Deathmatch Tag du côté de la IWA Mid-South. Il a eu un gros match de championnat American Deathmatch pour être couronné premier champion. C'était contre John Wayne Murdoch à la ICW Knowlesburg. Il l'a perdu. Et là, il gagne les championnats tag de la H2O. Personnellement, je trouve ça très très cool. Et peut-être que malheureusement, Chris Bradley et Christian Ross n'auront pas été assez bien montrés pendant leur règne. C'est assez dommage. Mais bon, c'était clairement pas les babyface qui étaient là pour donner une victoire à H2O dans tous les cas, parce qu'ils ont justement pas été assez montrés, et c'est ce qui rend encore plus logique finalement le changement de titre, parce que t'as des heels qui arrivent sur le papier beaucoup plus forts, qui sont beaucoup plus forts de toute façon, et qui gagnent assez logiquement. Donc moi ça me dérange pas. Après j'espère que Chris Bradley et Christian Ross descendront pas spécialement beaucoup dans la carte, déjà qu'ils sont pas spécialement montrés alors qu'ils ont été champions. Non, j'espère qu'il y a quelques petites choses à faire par rapport à eux, parce que moi ils m'intéressent personnellement, et je pense que ça peut être cool un peu plus haut dans la carte, ou même dans tous les cas rester à cette échelle-là dans la carte. Moi ça me va totalement pour le moment. Mais du coup voilà pour ce match de championnat H2O Tag Team, donc qui a vu le deuxième changement de titre du show avec la victoire de Bobby Beverly et d'Eric Ryan. On va maintenant pouvoir passer au 6e match du show. Le 6e match du show, c'était un match entre Mitch Vallon et JJ Everson. Alors, faut savoir avant tout que Mitch Vallon, c'est plutôt un vétéran par rapport à la H2O. Mitch Vallon, il a débuté à la H2O quand même en 2018. Tandis que JJ Everson, c'est un jeune de la H2O pour le coup, c'est un jeune formé dans l'académie de Matt Tremont, parce qu'il faut savoir qu'au-delà d'être une Fed US Deathmatch, la H2O, c'est aussi une fédération qui forme beaucoup de jeunes, et Matt Tremont a une école, et c'est l'école de la H2O finalement. Du coup, les mecs vont à la H2O. Il y a des mecs comme Anthrax qui sont par exemple dans le roster, même si Anthrax n'était pas présent dans le show. Il y a des mecs comme ça qui sont issus de l'école de la H2O qui sont très cool. Personnellement, j'aime bien JJ Everson. Le match va être assez logiquement court. Il va durer un peu plus de 6 minutes 30. C'est le deuxième match le plus court du show, juste derrière l'opener qui avait vu une victoire de Nolan Edwards sur Kennedy Copeland. Le match dure 6 minutes, donc c'est 6 minutes bien menées, j'ai trouvé. Mitch Vallon, il est clairement dominant sur JJ Everson, même si JJ Everson a quelques retours. Mitch Vallon va avoir un ou deux near fall dans le match. Moi, j'ai trouvé ça cool personnellement. Il y a même un moment où je me suis dit que JJ Everson pouvait gagner le match, mais bon, ça faisait trop court, et du coup, je me suis dit, bon, non, quand même pas. Et Vallon, c'est near fall. Et finalement, le match a été assez court, ce qui m'a peut-être un peu surpris au final, mais vu le rôle des deux mecs, c'est assez logique finalement. Vu le statut des deux mecs à la H2O, moi, ça me va personnellement. Mitch Vallon remporte logiquement le match. Franchement, Mitch Vallon, c'est un catcheur que je trouve vraiment bon. Pour le coup, bon, c'est pas le plus charismatique évidemment, mais il a des bons atouts in ring, donc moi, il me plaît personnellement. Je le trouve assez pertinent dans ce qu'il fait. Le match était assez court, là, pour un peu calmer. Moi, j'ai trouvé ça bien personnellement. Tu sors d'un changement de titre, de hit, avec la victoire de 448 pour les championnats tag, et pour moi, c'est le match idéal à mettre après le match de championnat tag. Il n'y a pas spécialement grand chose à dire sur le match en lui-même, mais personnellement, je l'ai trouvé cool, et franchement, j'aime bien JJ Everson pour le coup depuis que je le vois. Je le vois pas depuis assez longtemps finalement, parce qu'en régulier j'ai pas commencé depuis très longtemps la H2O, mais non, oui, il est bien cool JJ Everson, je trouve, et il a du potentiel. Du coup voilà pour ce match, donc avec une victoire de Mitch Vallon en 6 minutes. On va maintenant pouvoir passer au 7e match du show. Le 7e match du show est le dernier match du show qui n'était pas pour un titre, c'était un six-way scramble match entre des mecs, donc c'était un Rising Star six-way scramble match, donc entre des mecs qui font partie de l'école de la H2O, qui viennent en tout cas de cette école. Nous avions Reed Walker, Austin Luke, Dylan McKay, Marcus Matters, Rocket et Ryan Redfield. Personnellement, mon favori dans les 6 et le seul que j'aime vraiment beaucoup, c'est Marcus Matters, parce que je trouve qu'il a une certaine aura de babyface que j'aime beaucoup. Il avait eu un très bon match contre Ricky Shane Page à la H2O il y a pas longtemps. Je trouve qu'il gère Marcus Matters personnellement. Bon, le match était
un poil Spot Monkey, ça allait. J'ai mis 3 quand même parce que franchement, par rapport à certains scrambles qu'on a à la GC, notamment avec des Ninja Mac ou des Jack Cartwheel, là, enfin voilà, c'est pas la même musique. Là, pour le coup, ça restait cool, j'ai trouvé. Ça a commencé fort, assez logiquement, avec un Suicide Dive, il me semble, de Rocket sur Marcus Matters pendant qu'il faisait son entrée. Marcus Matters étant l'élément finalement le plus dangereux dans ce scramble. Il y a quelques moves qui m'ont un petit peu déplu personnellement. T'as Dylan McKay à un moment, je sais pas pourquoi, il tape un standing shooting star press. Je sais toujours pas pourquoi d'ailleurs, il a tapé un standing shooting star press en se projetant dans les cordes. J'ai pas spécialement compris. Je trouve qu'il y avait plus pertinent à faire personnellement et j'ai trouvé ça un poil Spot Monkey. Bon, à part quelques petits moves comme ça allait, j'ai trouvé. Franchement, le match était bon. Un scramble assez bien géré, avec un finish qui est pas mauvais. C'est Reed Walker qui remporte le match avec une powerbomb du haut de la 3e corde. Je sais plus sur qui il l'a fait, il me semble que c'est sur Ryan Redfield. Mais non, franchement, le match était cool. C'est 8 minutes. Ça m'a pas spécialement intéressé au début. Mais enfin voilà, à part vraiment le tout début avec le Suicide Dive et la séquence qui suit, mais après ça m'a pas spécialement intéressé sur la première moitié du match. Et après ça a été un peu mieux, j'ai trouvé. Et voilà, moi j'ai mis 3 personnellement. C'était un bon match filler, un bon match avant les 2 gros matchs de titre du show, avant surtout avec ce qui s'est passé lors de ces 2 gros matchs de titre. Voilà, ça a fait limite un peu de bien. Voilà, ça allait. C'était un scramble que je trouve vraiment largement meilleur que certains scrambles de la GCW. Pourtant, j'avais un peu peur connaissant les scrambles de la GCW et sachant que par exemple Dylan McKay, c'est un mec qui en a déjà fait à la GC, donc il a un peu le profil, on va dire. Mais ça allait quoi. Du coup, voilà pour ce Rising Star Six-Way Scramble, donc remporté par Reed Walker en 8 minutes. On va maintenant pouvoir passer au pré-main event de ce show, Defiversary. C'était le match pour le championnat H2O Danny Havoc Hardcore, avec Jeff Cannonball qui faisait sa première défense de titre contre Atticus Cogar, après que Jeff Cannonball ait pris... non, attendez, non, Jeff Cannonball c'était sa 2e défense de titre, il avait défendu à Hardcore Kingdom, je dis de la merde. Mais après que Jeff Cannonball l'avait pris à Bam Sullivan, Atticus Cogar a remporté le match en un peu plus de 8 minutes. J'ai trouvé ça assez logique personnellement. Voilà, c'est 3 victoires que je voyais arriver personnellement, les victoires d'Iron, de Beverly et Ryan et d'Atticus Cogar. Mon seul doute par rapport à 448, c'était vraiment sur le main event. Jeff Cannonball, c'était logique qu'il soit un champion de transition, j'ai trouvé. Enfin voilà, même finalement au début de son règne, je me disais pas qu'il allait avoir spécialement un long règne. C'est une star à l'H2O, Jeff Cannonball, mais bon, lui donner ce titre, je pense que c'était plus à titre honorifique qu'autre chose, qu'avec un but de faire un règne long et très pertinent. Atticus Cogar remporte le titre donc assez logiquement. J'attendais un match plus long que ça, mais franchement dans les 8 minutes ils ont fait un très bon match. C'est mon 3e match préféré du show. J'ai mis la note de 3,5. Cogar a un très bon heel work dans le match. Il essaye d'attaquer directement Jeff Cannonball pendant sa présentation, mais Cannonball le voit et lui envoie une grosse lariat. J'ai trouvé ça cool et elle est bien impactante d'ailleurs cette lariat de la part de Cannonball. Il y a quelques spots dans le match avec des light tubes qui sont très très cool. Le finish aussi est très bon. En fait Cogar fait son finisher sur Jeff Cannonball sur une chaise. Moi j'ai trouvé ça bien violent et bien cool, enfin voilà, bien marquant pour le coup le finish du match. Atticus Cogar, il est vraiment hyper charismatique, il joue très bien avec la foule. Enfin voilà, vraiment c'est un catcheur que j'adore personnellement. Atticus Cogar, c'est mon préféré dans l'indie US et je trouve qu'il se débrouille toujours super bien. Il mérite vraiment d'être champion d'Annie Havoc Hardcore. Il a un très bon heel work aussi dans le sens où, en fait dans le H2O Wrestling Center, donc dans la salle de la H2O, t'as une pancarte derrière la foule en haut où c'est un portrait de Danny Havoc, tout ça parce que Danny Havoc est décédé l'année dernière. Et du coup, ce titre Danny Havoc Hardcore, et vous l'aurez compris, en hommage à Danny Havoc. Danny Havoc qui avait déjà fait de la H2O dans sa carrière et qui était même depuis 2016, même s'il avait commencé sa carrière bien avant évidemment Danny Havoc. Et il dit en gros à Jeff Cannonball pendant le match plusieurs fois, ouais, tu mérites pas d'être, enfin t'es pas digne d'être champion Danny Havoc Hardcore, t'es pas digne de représenter Danny Havoc, tout ça. Et après qu'il dit ça, t'as Jeff Cannonball, il a un super retour, il fait un Death Valley Driver à travers une structure dans le coin. J'ai pas spécialement bien vu ce qui était sur la structure, mais c'était très violent. Je crois qu'il y avait des light tubes parce que ça a bien explosé quand même. Cogar fait un gros nearfall à vraiment 2,99 et franchement j'ai trouvé ça très très bien personnellement parce que ça montre vraiment en fait que Cogar finalement dans son propos Cannonball t'es pas digne et tout. Enfin lui, enfin il montre pas que Cannonball n'est pas digne, mais il montre que lui il est vraiment hyper digne d'avoir ce titre. Et là franchement moi j'ai trouvé ça très bien avec ce gros nearfall. En plus vraiment Cannonball a un super acting après ce nearfall. Enfin tu vois bien que le mec est vraiment sidéré que Cogar ait pu se kick out parce qu'il s'y attendait pas. Moi pour le coup je m'étais fait spoiler le match donc je m'y attendais un peu quand même. Mais du coup voilà, victoire d'Atticus Cogar, donc nouveau champion d'Annie Havoc Hardcore. J'ai trouvé ça très bien personnellement, vraiment un bon match. J'ai mis 3,5 donc en 8 minutes. Et du coup voilà pour ce match. Nous allons maintenant pouvoir passer au main event donc de H2O Defiversary. Le main event c'était le match pour le championnat H2O Heavyweight évidemment. Chuck Payne défendait son titre contre Ricky Shane Page, donc Ricky Shane Page qui est au passage le leader de 4-4-OH. Chuck Payne a été vraiment buildé vraiment super
super bien pendant son règne de champion. C'était sa 5e défense. Franchement, Chuck Payne, c'est un super powerhouse et tout. Et donc, voilà, j'avais un peu plus de doutes sur ce match par rapport au résultat parce que je me suis dit, ils peuvent donner tous les titres à 4-4-Wage sauf le titre majeur. Et Chuck Payne, surtout, c'est un mec qui est assez bien booké pour arrêter finalement la série de 4-4-Wage. Donc, je me suis dit, ouais, c'est probable. Finalement, Ricky Shane Page a remporté le titre, ce que je trouvais pas spécialement illogique. Et je trouve même que donner tous les titres à 4-4-Wage, c'est une super idée pour ce show des Fever-Sary. Franchement, t'as une hit assez pas possible. Le match dure un peu plus de 11 minutes. Il dure pas très très longtemps, mais les mecs ont le temps de faire un super match auquel j'ai mis la note de 3,75. C'est donc mon match préféré du show à titre personnel. Les deux jouent bien leur rôle de powerhouse, franchement. D'un moment, t'as Ricky Shane Page qui va faire une magnifique Rolling Senton du haut de la 3e corde, que j'ai trouvé vraiment magnifique. Et Chuck Payne va se tenir folle de la Rolling Senton du haut de la 3e corde, ce que j'ai trouvé plutôt logique pour le coup. Et non, franchement, t'avais quelques trucs bien cool. C'était pas un deathmatch, faut savoir. Ricky Shane Page n'a pas utilisé d'armes, tout ça. Donc franchement, c'était vraiment un bon match de catch. Ricky Shane Page prouve que c'est pas juste un deathmatcher et qui sait vraiment faire du bon match de catch pur. Et enfin, vraiment, c'était cool à voir. Et Chuck Payne a également bien joué son rôle dès le début du match. Il enlève son masque, Chuck Payne, parce qu'il faut savoir que Chuck Payne d'habitude a un masque. Et bon, c'est pas évidemment un masque aussi, c'est pas un masque aussi important que d'autres. Donc il peut l'enlever comme ça pour montrer, moi je m'en fous, j'ai pas besoin de masque, je vais te battre. Enfin voilà. Et moi j'ai trouvé ça bien personnellement. Ça montre la rage qui est en Chuck Payne, surtout qu'elle a pu monter la rage pendant le show avec les 3 premiers titres, donc qui ont été pris par 4-4-OH. Alors je dirais que le seul petit défaut du match à titre personnel que j'ai vu, c'est qu'il y a des moments où c'est Chuck Payne qui ralentit le rythme du match, ce que j'ai pas trop compris, parce que est-ce que t'as vraiment besoin de ralentir le rythme du match quand t'es quand t'es un babyface avec un aussi gros espoir sur tes épaules, surtout contre Ricky Shane Page, et Ricky Shane Page est suffisamment doué pour ralentir le rythme des matchs en tant que heel. Donc voilà, j'avais un petit peu de problème avec ça à certains moments, notamment sur une séquence à l'extérieur du ring où je trouve que c'est finalement Chuck Payne qui ralentit plus le rythme du match que Ricky Shane Page. Ça m'a un petit peu dérangé, mais à part ça, franchement, le match était vraiment super, j'ai trouvé. En plus, alors la fin est super, vraiment, la fin est un peu, enfin voilà, est un peu, évidemment un peu cheap, mais elle est super, j'ai trouvé. Alors en fait, c'est Chuck Payne qui est sur la 3e corde, Ricky Shane Page qui commence à vouloir l'attaquer. T'as l'arbitre qui arrive il s'interpose un peu trop finalement entre RSP et Chuck Payne, et du coup t'as Chuck Payne qui dégage l'arbitre, qui lui dit dégage, j'ai pas besoin de toi, enfin voilà. Surtout que l'arbitre est finalement un peu côté H2O quand même contre 4-4-Wage, enfin voilà. Et enfin il y a pas il est neutre, un arbitre évidemment, mais enfin je veux dire voilà, c'est un arbitre de la H2O et avec la storyline ça ferait sens. Et t'as Chuck Payne qui le dégage. Du coup RSP en profite pour prendre Chuck Payne en position de Death Valley Driver. Finalement, il porte un General Order à Chuck Payne, donc le General Order qui est en plus la prise de finition de Danny Havoc, et Chuck Payne se dégage pas, donc voilà, Ricky Shane Page, nouveau champion H2 Heavyweight, avec en plus la prise de finition de Danny Havoc. Il y a pas mieux pour faire une 8, il y a vraiment pas mieux, et franchement j'ai trouvé la fin géniale, et voilà, je suis pas loin du 4, très honnêtement. Ça aurait été un peu plus long, j'aurais pu mettre 4, très honnêtement, c'était un match que j'attendais vraiment beaucoup, donc avoir moins de 12 minutes, ça m'a un petit peu déçu personnellement, mais je suis très très investi dans la storyline GCW, enfin pas GCW, mais 4-4-Wage, pardon, contre H2O, et elle va continuer dans tous les cas, et voilà, avec 4-4-Wage qui a tous les titres, ils ont donné un super élan à la storyline, je trouve. Par rapport à l'après-match, du coup, parce qu'on va directement passer à l'après-match, donc après cette victoire de Ricky Shane Page contre Chuck Payne, avec un match où j'ai mis 3,75. Par rapport à l'après-match, on a donc tout 4-4-Wage qui viennent sur le ring, qui posent avec leur ceinture, avec leurs 5 ceintures, du coup, avec 4 titres différents, mais vu qu'ils sont 5, ils ont 5 ceintures parce qu'il y a les champions par équipe. Et Chuck Payne, du coup, il va s'en aller. Enfin voilà, tu sens qu'il est vraiment dépité, et il tape dans la main de personne dans le public. Enfin voilà, le mec, il va tête baissée, il dégage de l'arène. Finalement, tu es Pro Wrestling Center. Matt Tremont, tu le vois arriver vraiment, il se prend la tête dans les mains. Il est vraiment dépité que 4-4-Wage ait tout pris dans sa compagnie finalement. Et Matt Tremont, il va rien faire, il va juste repartir. Il est vraiment dégoûté, Matt Tremont. Et après, tu as quelqu'un qui va arriver avec qui va pousser un espèce de chariot avec une grande serviette noire, un grand torchon noir au-dessus pour couvrir quelque chose. Du coup, c'est quelque chose d'assez mystérieux, et c'est là que j'ai trouvé aussi ça super bien. C'est que le show, finalement, bon, t'as tous les mecs de 4-4-Wage qui remportent les titres, mais tu le finis pas sur une grosse hit. Tu le finis pas comme ça d'un seul coup. Comme ils avaient fait, par exemple, à Hardcore Kingdom, ils avaient fini sur une grosse hit, et ils avaient super bien fait. Et j'avais trouvé ça génial à titre personnel, toute l'attaque de 4-4-Wage après, à la toute fin d'Hardcore Kingdom. Et RSP envoie Gregory Iron, donc vérifier ce que c'est en dessous du torchon. Gregory Iron, il hésite un petit peu, finalement il y va. Ricky Shane Page, qui est le leader du clan, lui oblige. Il tire le torchon, et là t'as le masque de G-Rever, enfin voilà, avec les cornes et tout. Enfin voilà, le masque de G-Rever qui avait gagné un match plus tôt dans le show contre Jimmy Lyon, on se rappelle, donc ça rend cette victoire encore plus logique finalement, comme je l'avais dit un peu plus tôt.
Ensuite, tu as un message audio de G-Raver, enfin voilà, qui retentit dans l'arène. G-Raver n'apparaît pas, mais juste tu entends son audio et RSP d'ailleurs le cherche du regard, tout ça le trouve pas. Et juste tu entends G-Raver qui dit que depuis que H2O, que 448 est arrivé chez H2O, ils ont fait que manquer de respect à la compagnie. Maintenant qu'ils ont pris les titres, voilà, G-Raver est encore là et il veut défier Ricky Shane Page pour le GCW H2O Homecoming Weekend. Donc ce sera fin juillet. Et du coup, G-Raver défie Ricky Shane Page en disant qu'il va l'enterrer au Homecoming Weekend. Donc voilà, première défense au titre de Ricky Shane Page, ce sera contre G-Raver. Ça a pas encore été spécialement officialisé. D'ailleurs, je vais aller voir actuellement sur Twitter si ça a été officialisé très très récemment, mais je ne pense pas à titre personnel. Mais enfin voilà, franchement, non, ça n'a pas été officialisé encore. Mais Ricky Shane Page contre G-Raver, personnellement, c'est un match qui m'hype beaucoup. Je pense que Ricky Shane Page va conserver pour sa première défense, parce que je pense vraiment qu'il y a moyen qu'il fasse revenir Matt Tremont pour un 1 contre 1 contre Ricky Shane Page. Matt Tremont, le président de la compagnie qu'on a vu apparaître à la fin du show, se mettre les mains dans la tête à cause de toutes les victoires finalement de 448. Matt Tremont qui avait pris sa retraite à cause de Ricky Shane Page en fin d'année dernière. Donc t'as tout ce sens en plus dans la storyline qui vient faire qu'un Matt Tremont qui sort de sa retraite pour défier Ricky Shane Page et potentiellement lui prendre le titre et sauver H2O, ça peut être une storyline vraiment géniale et que ça ait un aboutissement vraiment fabuleux, je pense. Donc voilà, je pense qu'il peut y avoir moyen qu'il y ait ça, surtout que Ricky Shane Page a déjà battu G-Raver cette année, c'était à la H2O également, je crois que c'était dans le main event, je sais plus c'était quel show, il me semble que c'était Misery Business, où t'as vu d'ailleurs Ricky Shane Page qui avait powerbomb Matt Tremont sur une bagnole après le match. Et donc tous ces éléments font que je pense qu'on se dirige à long terme vers un Ricky Shane Page contre Matt Tremont. Je pense que ça peut être vraiment super. Mais du coup voilà, bien hype personnellement par le G-Raver Ricky Shane Page. Du coup, c'est ce qui conclut ce show H2O Defiversary. Alors par rapport au show dans l'ensemble, franchement je l'ai adoré. Je trouve qu'il remplit très très bien son but de mettre une grosse hit, mais en même temps d'apporter des solutions. La solution G-Raver, la solution teasée un petit peu depuis quelques mois avec Matt Tremont. Et moi personnellement, je trouve ça très très bien. Et le show dans l'ensemble, franchement, j'ai rien à dire. Il a très très bien fait le taf. Bon, je dirais que t'as le Declan Grant, Bam Sullivan, qui est un peu en dessous, je pense, des autres matchs. Le Scramble aussi, mais c'est tout, quoi, parce que le reste est vraiment très bien. Je conseille personnellement 3 matchs de ce show. Je conseille le G-Raver contre Jimmy Lyon, en deathmatch, que j'ai vraiment adoré. Je conseille également le Atticus Cogar contre Jeff Cannonball pour le championnat Danny Havoc Hardcore, qui était vraiment très bon et qui m'a surpris parce que je suis pas spécialement habitué d'adorer les matchs de Jeff Cannonball. D'habitude, c'est plutôt l'inverse. Et enfin, je conseille ce qui est pour moi le meilleur match du show, le main event, Chuck Payne contre Ricky Shane Page pour le championnat H2O Heavyweight. Et non, franchement, très très bon show au 5e anniversaire du coup de la part de la H2O qui nous habitue finalement à faire des vraiment bons shows en cette année 2021. Du coup, voilà pour cette review de H2O Defiversary 2021. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci à vous de l'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.